Airbnb, c'est l'une des startups les plus puissantes au monde. 3 mecs fauchés qui ont littéralement gonflé des matelas dans leur salon et créé une boîte aujourd'hui valorisée à des milliards. Sauf qu'il y a un problème. Aujourd'hui, dans certaines villes, Airbnb participe à virer les locaux de chez eux, ils transforment nos villes, ils nous filment à notre insu, et quelques gros hôtes seulement se partagent tout le pactole. Alors comment on passe d'un matelas gonflable à un système mondial complètement hors de contrôle? C'est ça, la face cachée d'Airbnb. Nous sommes en 2007. Brian Chesky et Joey Gebbia vont se faire éjecter de leur appartement. Il fallait qu'ils payent leur loyer et ils n'avaient plus un bal. Mais c'est là qu'une idée leur vient. Dans quelques semaines, à San Francisco, l'endroit où ils vivent, va se tenir une conférence de design. Des milliers de personnes allaient chercher un hôtel et y allaient clairement avoir un manque de place. Brian propose alors de créer dans leur propre appartement une sorte de bed and breakfast pour cet événement. Ils mettent à disposition 3 matelas gonflables, des airbeds, comme on dit en anglais, ce qui leur donne, vous l'avez compris, le nom de leur concept, Airbed and Breakfast, qui deviendra plus tard Airbnb. Ils se mettent vite fait à créer un site web, et comme ils l'avaient prévu, pénurie d'hôtels pour l'événement. Ils arrivent donc à trouver quelques personnes qui sont prêtes à rester chez eux. Ils se sont fait $1000 pour les 4 jours de conférence. Thank you very much. Là, ils prennent cet argent et ils se disent c'est ça qui va nous aider à créer Airbnb. Non, pas du tout. Ils ne croient pas du tout en cette idée. Pour eux, c'est pas ça l'idée du siècle. Cet argent, il va juste leur laisser plus de temps pour trouver la vraie big idea, comme ils disent. Et là, le temps passe, et ils trouvent rien d'autre. Donc ils repartent sur l'idée de merde. Ils se disent, si des gens sont venus chez nous pendant la conférence, peut-être que d'autres personnes veulent aussi se faire un peu d'argent en louant leur appartement. Ils recrutent un ancien camarade de classe qui s'appelle Nathan, il est programmeur, et donc il va leur pondre un site qui est quand même beaucoup plus pro que l'ancien. Il lance officiellement airbedandbreakfast.com en 2008. Fiasco, ils ont 2 clients. Pardon, et un des 2 clients c'était Brian. Thank you very much. Dites un client, hein. C'est pas pire que 2 à ce stade-là, franchement. En réalité, c'est très dur d'implanter une nouvelle habitude de consommation dans le cerveau des gens. À l'époque, aller dormir chez des inconnus, et ils sont présents. Je paye pour que des gens bizarres me regardent dormir. Je comprends rien à votre concept. Mais les fondateurs, eux, ils continuent de croire en leur idée, surtout qu'un gros événement va avoir lieu dans quelques jours. Plus de 80 000 personnes vont assister à la convention démocrate d'Obama, on est en 2008. Les gars vont de nouveau faire un lancement de leur site. Si je compte bien, c'est la 3e fois là. À chaque fois, ils font comme si Air Bed and Breakfast était un tout nouveau service. C'est d'ailleurs une des leçons de business de Brian. If you launch and no one notice, launch again. We launched 3 times. Après ce lancement, les journaux, les blogs, etc. pensent que c'est un tout nouveau dos, donc ils commencent à beaucoup en parler. Ils ont tellement de trafic que le site a planté. Après avoir réglé le problème, ils ont eu pas mal de demandes de gens qui voulaient louer des lits chez eux, mais aussi de gens qui voulaient y dormir. La preuve du concept était faite. Sauf que bon, le week-end passe, la conférence aussi, et plus aucune réservation n'est faite sur le site. Ah, il y a une réservation. C'est toi, Brian! Un soir, alors qu'ils challengent pour la 1000e fois cette idée, ils se disent peut-être que si Air Bed and Breakfast ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'on doit juste se concentrer sur vendre des breakfasts, des petits déjeuners. Tout le monde a besoin de manger. Thank you very much. Le manque de sommeil peut entraîner des complications graves, des hallucinations, des problèmes de mémoire et des idées de merde. Si vous connaissez quelqu'un qui vit cette épreuve, venez lui en aide. Ils vont avoir une idée complètement absurde, mais attention parce que l'idée va s'avérer géniale. Ils vont créer des céréales en édition limitée à l'effigie des candidats de la campagne présidentielle de 2008. Les Obama House contre les Cap and McCains. Brian contacte un ex-pote de collège qui a une imprimerie. Deal très simple, il doit lui imprimer 1000 boîtes. En échange, il aura un petit pourcentage des ventes. Ensuite, ils font tous les supermarchés pour aller acheter un maximum de céréales les moins chères possibles. Good job, Kylie, you're doing amazing, sweetie. Ils achètent donc 1000 boîtes et puis ils reconditionnent les céréales dans les boîtes à l'effigie des candidats. Woo! Great job. Ils envoient quelques boîtes à des journalistes et là, magie. Le truc prend, les médias s'en mêlent, les gens commencent à en parler, et surtout, les gens veulent en acheter. Mais alors évidemment, eux, ils jouent la carte parfaite. Édition limitée, introuvable. Résultat, les prix explosent. Non mais, ils passent même à la télé sur CNN avec leurs conneries. Some folks who actually came up with these campaign cereals. Air Bed and Breakfast first provided housing for the DNC in Denver, and that's when Brian and I had the idea to create a breakfast cereal to commemorate the times. Les Obama House, sold out en 3 jours. Et alors sur eBay et sur Craigslist, il y a certaines boîtes qui se revendent jusqu'à $350. Au total, nos 2 potes là, ils se font entre 20 000 et 30 000 $, de quoi rembourser leurs dettes de carte de crédit. À ce moment-là, on leur demande, donc maintenant vous êtes une marque de céréales? Ah non, on essaye toujours de lancer Airbnb, mais on a toujours 0 client. Retour à la case départ. On repart à 0.
On reste à zéro. Mais alors cette histoire de céréales, on rigole, mais quand un peu plus tard ils iront pitcher l'idée d'Airbnb dans un grand incubateur de start-up, ça se passe super mal, mais ce qui les sauvera, c'est cette histoire de céréales. Les investisseurs diront, si vous pouvez convaincre des gens de payer $40 pour des céréales dégueulasses, vous pouvez peut-être convaincre des gens de dormir sur des airbeds chez d'autres gens. Thank you very much. En bossant sur l'histoire d'Airbnb, il y a un truc qui m'a marqué. C'est à quel point voyager c'est devenu facile, mais communiquer pas toujours. Parce que oui, louer un appartement à Tokyo, à Madrid ou à New York, ça se fait en un clic. Mais une fois que t'es sur place, commander à manger, discuter avec ton hôte, tout simplement comprendre les gens, là ça peut vite devenir un peu difficile. Et pourtant, il existe un moyen, toujours en quelques clics, qui va te permettre d'améliorer tes compétences en langue. Sur cette chaîne, vous avez dû par la force des choses, vous habituez à des soupçons d'anglais. My phone is 7 hours. I was drinking a cup of tea. I'm not proud of that. Des petites parenthèses en espagnol. Raúl, por favor, ¿qué coño estás haciendo? Mais attention, parce qu'on n'est pas à l'abri. Domani comincio a parlarvi in italiano. Non si sa mai con me. Pour vos futurs voyages, ou pour arriver à me suivre dans mes folies, Rosetta Stone est là pour vous. Ce que j'aime avec eux, c'est que t'apprends pas comme à l'école. T'es directement plongé dans la langue, avec des images, du son. Uno stadio. T'as pas l'impression de réviser, t'as l'impression de vivre la langue. Vous êtes à 100% en immersion, pas de traduction. Leur outil de prononciation, il compare ta voix à celle de natif, donc tu sais direct si t'es à côté de la plaque ou pas. Una donna di caratto. Una donna e il suo gatto. Et surtout, les leçons sont hyper courtes. Tu peux en faire une en 5 minutes dans un Uber, en cuisinant ou même avant de dormir. Et au niveau des thématiques, t'en as plein. Comme ça, tu peux apprendre des choses dont tu as réellement besoin. Et honnêtement, le vrai luxe en voyage, c'est pas d'avoir un beau logement, c'est de pouvoir créer un vrai moment avec les gens sur place. Alors si vous avez envie de tester Rosetta Stone et booster vos compétences en langue, n'hésitez pas à profiter de leur offre exclusive. Vous avez plus de 60% de réduction sur l'abonnement à vie. Le lien, évidemment, se trouve dans la description. Cosa aspettate? On est en 2009, Airbnb s'étend à l'international, Royaume-Uni, Canada et France. La plateforme ne décolle pas vraiment. Airbnb est de nouveau proche de la faillite. On reste à zéro. Les revenus de l'entreprise y stagnent à environ $200 par semaine. Joe et Brian vont alors réserver des logements chez 24 hôtes pour voir en réalité ce qui ne va pas. Ils réalisent alors qu'en fait les utilisateurs y présentent mal leur annonce, notamment avec des photos de mauvaise qualité. C'était finalement pas si étonnant que ça que les gens ne réservaient pas. On ne voyait pas clairement pourquoi on payait. Paul Graham, qui est un des mecs de l'incubateur de start-up, a une idée, aller à New York, louer un appareil photo, passer du temps avec les clients qui publiaient les annonces et remplacer les photos amateurs par de belles images en haute résolution. En une semaine, les revenus ont doublé. Les réservations ont explosé jusqu'à plus de 100%. Pour la première fois depuis des mois, Airbnb commence à vraiment gagner de l'argent. À ce moment-là, ils comprennent un truc, la confiance passe par l'image. Du coup, ils industrialisent le concept. En quelques années, Airbnb recrute plus de 2000 photographes professionnels pour shooter 13 000 logements à travers 6 continents. Et ça marche. Le site commence enfin à décoller. En 2011, il s'intègre à Facebook et lance Airbnb Social Connection. Welcome to Facebook. Tu peux voir si des amis ou si des amis d'amis ont séjourné chez cet hôte. Du coup, réserver chez un inconnu devient beaucoup moins flippant. Toujours en 2011, Airbnb est présent dans plus de 89 pays. Le site propose aussi des logements improbables, bateaux, cabanes, etc. Et surtout, il dépasse le million de nuitées. La même année, Airbnb dépasse la valorisation de $1 milliard avec des investisseurs comme Jeff Bezos ou Ashton Kutcher. Malheureusement, un autre problème se déclenche seulement 3 jours après l'annonce de la valorisation à plus d'$1 milliard. Airbnb fait la une des infos, mais pour les mauvaises raisons. Le logement d'un utilisateur est complètement saccagé. EJ, une utilisatrice ayant mis en location son appartement à San Francisco sur Airbnb, a vu son logement entièrement saccagé par des locataires. Oh. Airbnb a tout de suite pris les choses en main en disant non mais c'est juste un cas isolé. Et l'entreprise a pensé qu'elle allait s'en sortir sans trop de dégâts. Mais le dimanche suivant, une affaire similaire fait la une des infos. Un certain Troy Dayton voit sa maison à Auckland complètement vandalisée. What does that even mean? Ses certificats de naissance sont volés. Oh. Et Airbnb, en plus qui manque de réactivité, propose juste à Troy quelques nuits gratuites en guise de compensation. Brian, qui est donc l'un des fondateurs d'Airbnb, sent que le truc commence un petit peu à lui échapper. Pendant cette période de crise, il va admettre ses erreurs. L'entreprise présente ses excuses et annonce des mesures pour rétablir la confiance, notamment la mise en place d'une garantie de $50 000 pour protéger les hôtes contre les dommages. Pour répondre aux problèmes de sécurité, Airbnb va doubler ses effectifs au support client et va même créer un département dédié
pied, Trust and Safety. À partir de là, Airbnb ne va cesser de monter. Malheureusement, évidemment, coup dur avec le Covid, ça leur a fait perdre 80% de leur business. Bankruptcy! Mais ils se sont relevés également de cette crise. En 2024, ils sont à un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de dollars, marge nette 461 millions de dollars. Il y a un truc dont Airbnb parle beaucoup moins, un peu comme le vandalisme dans les logements. Un problème qu'ils ont essayé de régler avec des assurances, mais qui existe toujours. C'est celui des caméras cachées. They had sex, Yeah, and you recorded that. I took some screenshots. Les problèmes des caméras cachées dans les Airbnb, c'est une problématique qui est mondiale, mais en 2023, lors d'une déposition devant un tribunal, un représentant d'Airbnb a révélé quelque chose de très rare. En 10 ans, la plateforme a enregistré des dizaines de milliers de signalements liés à des dispositifs de surveillance. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est ce qui se passe en interne. Quand une caméra était signalée, Airbnb ne prévenait pas toujours les autorités, même dans des cas impliquant des enfants. À la place, la plateforme contactait parfois directement l'hôte concerné, ce qui, selon les experts, pouvait laisser le temps à l'hôte d'effacer toutes les preuves. Et alors, une enquête de CNN est encore venue enfoncer le clou. Elle montre que malgré le fait que le problème soit connu depuis des années, la protection des utilisateurs n'est pas toujours efficace. Elle suggère aussi qu'Airbnb a cherché à limiter certaines régulations, ce qui lui permettrait de réduire sa responsabilité sur ces sujets. Pour parler uniquement du cas des États-Unis, mais c'est mondial, la police a récupéré des milliers d'images chez certains hôtes, des caméras cachées dans les salles de bain, des caméras cachées dans les chambres à coucher. Airbnb de son côté dit que les cas restent rares, qu'ils agissent vite et qu'ils peuvent bannir les hôtes concernés. Mais leurs règles, un peu comme d'habitude, ont des limites. Par exemple, la vérification d'antécédents d'un profil ne permet pas de tout détecter. Ça ne permet pas de détecter toutes les condamnations, ni certains autres signaux d'alerte. Plus surprenant encore, même des crimes très graves ne mènent pas automatiquement à l'exclusion de la plateforme. Certains employés ont reconnu que certains signalements liés à des caméras étaient déjà massifs depuis plus de 10 ans. Ce n'est qu'en 2024 que Airbnb va finalement annoncer l'interdiction totale des caméras à l'intérieur des logements. Mais encore une fois, dans les faits, en tant qu'intermédiaire, ils n'ont aucune manière de contrôler ça. Comme le résume dans l'enquête une avocate spécialisée, tu peux avoir les meilleures règles du monde, si personne vérifie, c'est le Far West. Parce que l'un des vrais problèmes, c'est aussi celui qu'on ne voit pas. Combien de personnes ont été filmées sans jamais le savoir? Airbnb, dans ces cas de caméras cachées, ils agissent vite, mais souvent pour éviter les tribunaux. Alors que juridiquement, en Europe par exemple, il n'y a pas de débat. Filmer quelqu'un à son insu dans un espace privé est illégal. En France, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Le résultat final, c'est que Airbnb, il a créé un système mondial ultra rentable, mais où la technologie, l'argent et la vie privée entrent parfois en collision. Et c'est exactement là que le modèle montre ses limites. Alors concrètement, oui, il existe peut-être certains moyens pour repérer une caméra cachée. Des prises suspectes, des petits reflets. On peut utiliser son téléphone aussi, regarder s'il y a certains appareils suspects qui sont connectés sur le Wi-Fi. Il existe des détecteurs spécialisés capables d'identifier des signaux ou de repérer des caméras cachées dans des objets du quotidien. Et enfin, ma dernière solution, ça peut peut-être nous saouler, on reste chez nous. Ça évite peut-être de payer des frais de ménage mirobolants pour qu'on filme en plus ton cul à ton insu et qu'en plus, avant de partir, on te demande de lancer une machine avec les draps, de vider le lave-vaisselle et de déposer tes poubelles dans le conteneur bleu situé à 1,2 km du logement. Thank you very much. L'idée de base de Airbnb, qui serait une alternative moins chère aux chambres d'hôtel, aujourd'hui, on est quand même à des années-lumière de ça. Et en plus, comme ils ne sont en réalité que des intermédiaires dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui leur échappent à plusieurs niveaux. Premièrement, avec le temps, il y a évidemment encore une partie des gens qui souhaitent partager leur logement avec l'habitant, mais c'est plus la majorité. Aujourd'hui, les gens louent généralement l'entièreté du logement. Et du coup, Airbnb est devenu un véritable repère des manias de l'immobilier. L'utopie de l'habitant qui loue quelques semaines par an son bien à des touristes, ça existe évidemment encore, mais ce n'est pas ça qui fait tourner Airbnb. Il y a environ 20 à 25% des hôtes sur Airbnb qui ont plusieurs logements, mais c'est eux qui vont générer jusqu'à 65% des revenus dans certaines villes. C'est le cas à Los Angeles par exemple, 23,9% des hôtes font 65,85% des revenus Airbnb. Les multi-hosts, ils vont surtout dominer le marché des logements entiers, et l'algorithme d'Airbnb va les favoriser indirectement. Ils ont des meilleurs revenus, ils ont des meilleurs taux d'occupation, donc ils ont plus de visibilité. Airbnb à la base c'était vivre chez quelqu'un. Aujourd'hui, dans la majorité des villes, les logements y sont détenus en réalité par des investisseurs. Une autre chose que prônait Airbnb à ses débuts, c'était de vivre comme un local. Le problème, c'est que pour vivre comme un local,
Il faut être parmi les locaux. Dans certaines villes, il y a tellement de logements qui sont des Airbnb qu'il n'y a plus de locaux qui y vivent. On entend beaucoup parler de Barcelone où c'est effectivement un problème, mais la ville qui est la plus touchée d'Europe, ce n'est pas Barcelone, c'est Lisbonne. On y compte 46,7 hébergements pour 1000 habitants. Ça fait 24 000 logements Airbnb qui sont proposés. Un quartier qui est rempli de locaux, on va pouvoir y retrouver un certain type de magasin. La boulangerie aimée de tous, les commerces de proximité. Tu captes l'énergie des gens qui y vivent, et c'est ça l'intérêt de voyager, c'est que dans chaque ville, l'énergie est différente. Si tu vas dans un petit quartier typique de Lisbonne, mais qu'à côté de toi ça parle français, italien, roumain, et qu'en plus il n'y a pas un local à 500 mètres à la ronde, on perd tout l'attrait du voyage pour moi. Il y a quand même un vrai non-sens à ce que les locaux doivent déguerpir des centres-villes pour que des touristes viennent voir à quoi ressemble leur quotidien, dont ils ne font plus partie. Effectivement, Barcelone est arrivé à un tel point qu'en 2028, le maire va interdire toute location Airbnb dans la ville. À Paris, on est aussi dans le haut du panier, il y a 90 000 logements Airbnb, ça fait 45,7 hébergements pour 1000 habitants. Les villes essayent de rendre les Airbnb moins attractifs en réduisant l'avantage fiscal par exemple, et des villes comme Paris, Amsterdam ou Barcelone vont aussi abaisser le nombre maximal de jours de location permise par an et par habitation. Tout ça pour limiter la crise du logement dans les grandes villes qui est due en partie à Airbnb. Airbnb avait l'ambition de créer un système brillant, simple, fluide, presque parfait. Un système qui permet à n'importe qui de gagner de l'argent sous son propre toit. Mais le problème avec certaines idées trop puissantes, c'est qu'elles finissent par échapper à ceux qui les ont créées. Et aujourd'hui, Airbnb n'est plus vraiment une plateforme de partage. C'est une machine mondiale qui transforme des villes entières, qui déplace des populations, franchit des lignes qu'elle ne contrôle plus. Derrière la promesse de vivre comme un local, il reste une question. Est-ce qu'on visite encore une ville ou est-ce qu'on participe à sa disparition? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment, vous likez, vous commentez, vous partagez. Encore merci à Rosetta Stone d'avoir soutenu cette vidéo. Pour donner un boost à votre niveau en langue, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description. Vous avez plus de 60% de réduction sur l'abonnement à vie. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale. Avec l'actualité, je pouvais pas passer à côté. Je vous dis à très vite, ciao!